Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à notre programme consacré à l'éveil du contribuable. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée à l'élargissement de l'assiette fiscale. Concrètement, cela entre dans le module 1 de la loi de finances qui va traiter et aborder tour à tour des notions clés de l'élargissement de l'assiette fiscale. Et pour vous balader dans ce labyrinthe, nous devons inviter M. Mouliom et M. Motokwa qui devront vous entretenir sur l'élargissement en tant que thème et également sur la notion du bénéfice imposable. Restez scotchés. Écoutons tout d'abord M. Mouliom Mazou qui devrait nous éclairer sur la notion de l'assiette et surtout de l'élargissement de l'assiette fiscale à la lumière de la loi de finances 2018. Je vais d'emblée définir le terme assiette fiscale avant de répondre à votre question. C'est la matière à laquelle s'applique un taux d'imposition ou encore l'ensemble de la matière imposable servant de base de calcul de l'impôt. Par exemple, pour l'impôt sur le revenu, c'est le revenu qui, pour un individu, constitue le revenu de personnes physiques. Ou l'impôt sur le société pour le cas des sociétés, par exemple des SAR et des sociétés anonymes. Alors, l'élargissement de l'assiette fiscale consiste en l'augmentation de la matière imposable ou encore à la suppression de certaines exonérations et exemptions. Mais dans le jeu fiscal, on peut ne pas créer un nouvel impôt, ni supprimer une exonération ou exemption, mais jouer avec le taux d'imposition, c'est-à-dire en augmentant. Ce que nous devons chercher à comprendre, c'est pourquoi, à un certain moment, l'État peut décider d'élargir l'assiette fiscale. Généralement, dans la loi de finances, il y a un exposé du contexte qui la justifie. Mais comprenons simplement que c'est quand il a besoin de percevoir plus d'argent chez les contribuables, chez les populations. Dans le cadre de la loi de finances de 2018, l'on parle de l'évolution à la baisse des ressources pétrolières, c'est comme contexte. Il y a également le programme économique et financier avec le FMI, le Fonds monétaire international. Il y a également l'intensification des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Il y a le parachèvement du plan d'urgence triennal et du plan triennal spécial jeune. Et enfin, il y a les contraintes sécuritaires. Alors, mais pour la CDC, l'assiette fiscale au Cameroun jusqu'en 2017 était suffisamment large que l'on n'avait pas besoin d'en augmenter en 2018, puisque par exemple l'année dernière, on a introduit la taxe de séjour. Il faut juste que tous ceux qui sont assujettis périodiquement, c'est-à-dire que l'administration fiscale procède à un juste recouvrement des impôts existants déjà, et que les contribuables, que j'en profite pour interpeller ici, payent le juste impôt. Et même si dans certaines circonstances, l'on se retrouve dans l'obligation d'en élargir, que le législateur reste juste. Ce qui n'a pas été le cas en 2018, car nous dénonçons d'emblée l'élargissement du champ de perception des droits d'assises sur tous les emballages non retournables. C'est d'une injustice qui ne dit pas son nom. À la suite des éclaircissements de M. Mouliom Mazou, je vous prie également d'écouter M. Motokwa Donatien, expert comptable, afin qu'il éclaire notre lanterne sur le bénéfice fiscal et ses dérivés. Le bénéfice imposable, c'est donc le bénéfice qui permet d'effectuer le calcul, n'est-ce pas, de l'impôt à payer par le contribuable. C'est un bénéfice qui n'est pas un bénéfice comptable, ni un bénéfice net comptable. Il y a une différence. Le bénéfice net comptable, c'est le bénéfice final, n'est-ce pas, après déduction de l'impôt ainsi calculé. Et pour calculer donc cet impôt, il faut, n'est-ce pas, une base.
on ne calcule pas sur n'importe quel bénéfice parce que nous avons dit la dernière fois qu'il y a un tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. En réalité, il y a le résultat fiscal qu'on peut encore appeler résultat imposable ou bénéfice imposable, en cas de bénéfice, bien sûr. Le bénéfice imposable est obtenu, bien sûr, en prenant le bénéfice comptable avant impôt, en faisant des réintégrations, n'est-ce pas, conformes à la loi, des réintégrations de charges qu'on va considérer comme des charges non déductibles, et en faisant des déductions qu'on n'a pas fait, n'est-ce pas, au niveau de la comptabilité, pour des raisons de logique comptable. On n'a pas déduit certaines charges que la fiscalité va demander de déduire. Il s'agit généralement d'impôts, de certains impôts spécifiques qu'on doit déduire, n'est-ce pas, pour obtenir le bénéfice imposable, et qui ne se fait pas toujours au niveau de la comptabilité. Ça se fait de manière extra-comptable, on peut le dire, au niveau de la détermination du bénéfice imposable. Donc sur la feuille de passage du résultat comptable au résultat fiscal, la rubrique bénéfice fiscal, n'est-ce pas, déterminé, est ce qu'on peut appeler le bénéfice imposable. Comment s'applique l'abattement pour le cas d'un contribuable qui adhère dans un centre de gestion agréé? L'abattement, c'est d'abord un avantage que l'administration, le gouvernement, n'est-ce pas, a concédé aux centres de gestion agréés et à certaines structures, n'est-ce pas, qui bénéficient des mesures d'encouragement ou des mesures d'accompagnement de l'État, n'est-ce pas. L'abattement sur le plan fiscal, c'est la réduction en principe de la base d'imposition ou encore de l'imposition. On peut faire un abattement sur l'impôt, on peut faire un abattement sur la base de calcul de l'impôt. Mais généralement, c'est sur la base de calcul de l'impôt. Donc, si nous avons un résultat de 10 millions, par exemple, un résultat imposable, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de 10 millions, les centres de gestion agréés bénéficient, selon les dispositions de la loi de finances, d'un abattement de 50% sur cette base. On va calculer donc l'impôt sur ce bénéfice imposable. On va calculer l'impôt sur 50% de ce bénéfice imposable, c'est-à-dire sur 5 millions, par exemple. On va appliquer, s'il s'agit de l'IRPP, on va appliquer le taux de l'IRPP sur la moitié de 10 millions, 50%, parce qu'il y a eu un abattement de 50% de la base. Alors que si l'entreprise n'est pas agréée à un centre de gestion agréé, on va appliquer, n'est-ce pas, le taux de l'impôt sur les 10 millions. Donc le centre de gestion agréé permet d'avoir cet avantage de bénéficier de cette réduction de la base d'imposition qui est le bénéfice imposable, en réduisant de 50% cette base avant de procéder au calcul de l'impôt, n'est-ce pas, dû par le contribuable. Que se passe-t-il en cas de perte pour une entreprise? En cas de perte, nous en avons parlé la dernière fois. En cas de perte, nous disons que l'entreprise aura, n'est-ce pas, au moins payé ce qu'on appelle le minimum de perception au cours de l'exercice, parce que chaque mois sur le chiffre d'affaires, il y a une obligation de déclarer, n'est-ce pas, le chiffre d'affaires sur lequel on paye un minimum de 2,2% pour les entreprises réelles et de 5,5% pour certaines entreprises, comme les professions libérales. Alors si on a payé chaque mois, n'est-ce pas, sur le chiffre d'affaires déclaré, un taux
appelé minimum de perception. En fin d'exercice, on fait le total de ce qui a été payé et cet impôt est appelé impôt minimum forfaitaire, reste acquis pour l'administration fiscale. Alors, même s'il y a perte, on ne peut pas dire que l'entreprise va remettre ce minimum qui a été retenu au cours de l'exercice au contribuable. Ce minimum va rester acquis pour la prestation et je pense que en cas de perte, ça joue surtout quand l'entreprise est bénéficiaire de manière générale. Si le bénéfice dépasse déjà le montant du minimum retenu au cours de l'exercice, cumulé sur les 12 mois, on fait la somme. Si le bénéfice de l'exercice dépasse ce montant, à ce moment-là, l'entreprise va payer le surplus, c'est-à-dire l'impôt calculé sur le bénéfice imposable de l'exercice, moins l'impôt minimum déclaré et versé comme minimum au cours de l'exercice chaque mois sur le chiffre d'affaires. On va déduire le cumul de ces impôts et la différence sera payée par le contribuable. Mais en cas de perte, ce problème de différence à payer ne se pose plus. Donc le contribuable ne payera plus d'impôts à ce moment-là, mais la perte va rester, n'est-ce pas, au bilan comme perte. On peut encore dire qu'en cas de perte, le contribuable, s'il est bien accompagné, n'est-ce pas, par un centre de gestion agréé où il y a des experts qui maîtrisent ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, on peut procéder à la réduction de cette perte pour différer une partie de cette perte sur les exercices à venir bénéficiaires afin de permettre que les pertes ainsi réalisées puissent réduire les impôts à l'avenir. À la suite de M. Motokwa Donatien, qui nous a éclairé sur la notion de bénéfice fiscal, nous sommes allés à la rencontre de M. Gamna Jérémy Ebenezer, qui nous a éclairé sur la notion de perte. Dans le cas où une entreprise a réalisé une perte, quel est le sort ou le traitement fiscal que la loi de finances lui réserve? Écoutons-le. Les nouvelles réformes, à mon avis, vont dans le sens de l'abaissement du taux de l'IS qui passe de 38,5% à 33% et le relèvement des acomptes qui passe de 1,1% à 2,2%. Donc le minimum de perception devient maintenant 2,2% pour ceux qui sont au régime de réel. Et pour ceux qui sont au régime simplifié d'imposition, le minimum de perception passe à 5,5%. Il n'y a plus de 3,3%, il n'y a plus de 1,1%, c'est 2,2% et 5,5%. Voilà le minimum de perception. Mais qui reste des acomptes déductibles de l'impôt définitivement dû, qui n'est connu qu'en fin d'exercice. Donc au cas où vous réalisez un déficit, ou bien vous réalisez un bénéfice qui ne puisse pas résorber les acomptes avancés, ce minimum de perception reste un acquis pour le trésor public. Moi, je pense pour ma part que l'État, en abaissant le taux de l'IS et en relevant le taux des acomptes presque de 100%, c'est pour pousser les contribuables à souscrire les bonnes déclarations. Auquel cas, on se contenterait de ce minimum de perception. La manière subjective ou objective, moi je pense que pour des raisons budgétaires, l'État a relevé les acomptes de 1,1% à 2,2%. Ça ne gêne pas, à mon avis, les contribuables qui souscrivent les déclarations CSR, puisque ces acomptes-là sont déductibles de l'impôt définitivement dû. Ceci pousse plutôt les contribuables qui étaient dans l'informel ou bien qui ne souscrivaient pas de bonnes déclarations à
souscrire les bonnes déclarations pour pouvoir récupérer ces acomptes-là. D'une manière, pour les autres, d'une manière subjective, on dit qu'on a doublé le taux de l'acompte. Ce qui est vrai. Puisque si on va dans les statistiques, vous allez constater que beaucoup d'entreprises s'arrangent à être au minimum de perception. Une façon d'asphyxier les caisses de l'État. L'État se dit que bon, si vous vous arrangez pour ne déclarer que le minimum de perception, je vais relever le niveau du minimum de perception. Qu'en est-il des entreprises qui font des pertes? Lorsque la perte est justifiée, elle se reporte sur les exercices futurs, sur un délai de 4 ans. Il faudrait juste prouver que la perte est réelle. C'est un déficit reportable. Le déficit peut être ordinaire, ça peut être un déficit qui provient de peut-être des amortissements, ça peut être un déficit normal, mais l'entreprise doit s'arranger pour résorber ce déficit-là dans un délai de 4 ans. Nous espérons que vous avez été suffisamment éclairés par nos experts qui ont abordé suffisamment la question sur le module 1 consacré à l'élargissement de l'assiette fiscale. Nous vous invitons pour notre prochaine mission qui traitera du même thème, mais sur des aspects qui ont trait à l'acompte sur le chiffre d'affaires ou sur l'option en marche, ou également sur l'acompte d'IR avec ces innovations. Madame, Messieurs, soyez remerciés.